Monsieur le maire, cher Ali, mesdames et messieurs les maires adjoints, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers municipaux, chers amis, chers camarades, c'est un grand plaisir pour moi d'être à vos côtés ce soir pour vous adresser mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Que vous souhaitez pour l'année 2023 ? Dans la période que nous vivons, j'éviterai peut-être d'être trop optimiste, de peur d'être immédiatement démenti par une pandémie, le déclenchement d'une guerre mondiale ou je ne sais quoi encore. Je me contenterai donc pour 2023 de vous souhaiter l'essentiel, c'est-à-dire ce qui ne peut jamais être enlevé aux femmes et aux hommes, quelle que soit la difficulté des événements. Je vous souhaite donc une année 2023 fraternelle. Je vous souhaite même que cette année 2023 soit un gigantesque élan de fraternité qui nous permette de surmonter les difficultés de la vie quotidienne et peut-être, pourquoi pas, de toucher du doigt le bonheur. Cette fraternité, c'est le lien profond qui nous unit, chacune et chacun d'entre nous, au nom de notre humanité commune. Elle est un de nos biens les plus précieux. Ne laissons jamais la haine nous diviser, la peur nous opposer, le ressentiment nous éloigner les uns des autres. En 2023, il nous faudra encore et toujours combattre ceux qui font commerce de cette haine, de cette division. Vous l'aurez compris, je parle de l'extrême droite. Il ne vous a pas échappé qu'elle prospère. Elle a sa chaîne de télévision, CNews. Elle a son parti, le Rassemblement national. Et l'extrême droite a maintenant un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de près de 90 députés. Parmi ces 90 députés, il y a un député plus infâme que les autres. Et là, je vais vous livrer une colère que j'ai au fond du cœur et qui me vient de mon expérience de député. Il y a un député du Rassemblement national qui a osé il y a quelques mois, alors que mon camarade Carlos Martins Bilongo questionnait le gouvernement sur le drame des migrants qui meurent en mer Méditerranée. Il y a un député du Rassemblement national encore plus infâme que les autres qui a osé crier à mon camarade Carlos « Retourne en Afrique ». Voilà ce qui s'est passé au sein de l'hémicycle, voilà ce qui s'est passé au sein du temple de la République. Eh bien, d'un seul coup, c'est en fait tout simplement le vernis qui a craqué, le Rassemblement national qui est apparu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a toujours été, un parti raciste qui ne supporte pas l'idée même qu'un homme noir comme Carlos puisse être un député de la nation française, puisqu'il est avant tout un Français. Et si un député du Rassemblement national s'est permis une telle ignominie, c'est peut-être qu'il se sentait trop à l'aise. Peut-être que lui et ses collègues ont été accueillis trop chaleureusement au sein de l'Assemblée nationale. Là, vous l'aurez compris, je ne vise plus seulement l'extrême droite, mais ceux qui ont fait preuve de trop de tolérance vis-à-vis de l'extrême droite. Je le dis avec gravité, mes collègues députés de la Macronie ont joué avec le feu. D'un côté, ils ont mis toute leur énergie à tenter de diaboliser les députés de la NUPES, et de l'autre, ils ont déroulé un tapis rouge au Rassemblement national. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Le jour où il a fallu élire au sein de l'Assemblée nationale nos présidents et vice-présidents. Lorsque le moment du vote est arrivé, vous le savez peut-être, quand les députés choisissent leurs présidents et vice-présidents, c'est un vote à l'urne. Il faut aller chercher les bulletins de vote. Alors il y avait bien sûr le bulletin de vote de la NUPES avec nos candidats, et notamment, je fais une petite parenthèse, avec Caroline Fiat, qui est depuis la première aide-soignante de l'histoire de la République qui a été élue vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est une grande fierté pour moi d'appartenir à son groupe parlementaire. Mais je referme la parenthèse, parce qu'il y avait un autre bulletin de vote qui était disponible à ce moment-là et qui était un bulletin de vote beaucoup moins glorieux. Un bulletin de vote où étaient mêlés les noms des candidats macronistes au nom des candidats Rassemblement national pour cette élection. Ce qui voulait dire une chose, c'est que Rassemblement national et macronistes s'étaient mis d'accord pour se répartir les postes de président et vice-président de l'Assemblée nationale.
Et c'est cette complicité qui a eu comme effet que, pour la première fois dans l'histoire de notre République, nous avons des vice-présidents de l'Assemblée nationale qui sont des députés d'extrême droite et qui ont une histoire extrêmement lourde et une histoire extrêmement chargée. Alors, à ce moment-là, très concrètement, quand j'ai eu ce bulletin de vote entre les mains, il m'est apparu une évidence. Une évidence, c'est que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes et les gens du peuple pour mener cette bataille contre l'extrême droite. Alors, il nous faut le dire avec force. Il va falloir le répéter plusieurs fois dans cette année 2023. Depuis 2 siècles et la Révolution française, la France, ce n'est pas une histoire de couleur de peau. La France, ce n'est pas une histoire de religion. La France, c'est une république dont la devise est liberté, égalité, fraternité et rien d'autre que cela. À l'occasion de ces vœux, je souhaite vous partager mon immense fierté d'être votre député. Je suis fier d'être le député d'une si belle circonscription, au cœur des Yvelines, entre le château de Versailles et la vallée de Chevreuse. Une circonscription qui finalement est à l'image de notre pays, dans sa diversité culturelle, sociologique, politique aussi. Je suis très fier d'avoir été élu dans le territoire où j'ai grandi, non loin de l'université où j'ai fait mes études et où j'ai découvert l'engagement syndical et politique. Je suis aussi, je profite du moment pour le dire, très fier de la campagne que nous avons menée ensemble pour me permettre d'être votre représentant à l'Assemblée nationale. Toutes les forces politiques de la NUPES, dans la circonscription, ont mis leur énergie en commun pour faire basculer la circonscription à gauche. Donc je voudrais ici renouveler plusieurs remerciements. Remerciements à ma suppléante, Catherine Perrotin-Rofast. Remerciements, bien entendu, au maire de Trappes, à toute son équipe municipale qui a été extrêmement mobilisée et qui a permis cette victoire. Remerciements aux militants communistes. Remerciements, bien entendu, aux militants insoumis. Remerciements à toutes celles et tous ceux qui nous ont donné la force et qui nous ont permis d'arracher cette victoire et de faire que je vous représente avec cette grande fierté. Ma dernière fierté, enfin, et ce n'est pas la plus petite, c'est d'avoir été élu grâce aux voix des habitants des villes et des quartiers populaires de la circonscription. On nous pronostiquait, au moment de ces élections législatives, un taux d'abstention stratosphérique dans les quartiers populaires. Eh bien non. Pour le programme que je défendais, pour les engagements que j'ai pris devant vous, les villes et les quartiers populaires de la circonscription m'ont fait confiance. Et ce soutien populaire, aujourd'hui, il m'oblige. Et c'est donc l'occasion de vous dire quelques mots, de vous rendre des comptes sur mon action parlementaire de ces derniers mois. Cela fait maintenant 7 mois, cela passe vite, 7 mois que je suis élu. Et le fil conducteur de mon action a été de porter la voix des travailleurs et des travailleuses essentiels. Celles et ceux dont les métiers sont durs, souvent mal rémunérés, mais qui sont pourtant indispensables. Je parle de ces personnes qui vivent comme une injustice, et ils ont bien raison, l'accumulation des milliards entre les mains de quelques-uns, pendant que eux triment toute leur vie pour un si petit salaire et malheureusement une si petite retraite. C'est d'ailleurs pour symboliser ce combat au service des travailleurs essentiels que ma première action d'élu, et vous vous en souvenez peut-être, a été d'aller avec mon écharpe tricolore sur l'épaule devant la gare de Trappes à 4h55. Aller à la rencontre de celles et ceux qui prennent le premier train pour aller travailler. Celles et ceux qui sont des femmes et des hommes, ouvriers, employés. À cette heure-là, vous ne croisez aucun cadre. Celles et ceux qui, le plus souvent, sont ignorés, qui parfois sont stigmatisés, mais qui pourtant font chaque jour un effort immense. Ils se lèvent avant le soleil pour que notre pays puisse tourner, pour qu'il puisse fonctionner. Eh bien, ces femmes et ces hommes, les représenter, défendre leur dignité à l'Assemblée nationale, je vous l'ai dit avec force, c'est mon obsession. Alors, ce n'est pas une tâche facile. Je me permets de le partager avec vous. Ce n'est pas une tâche facile parce que lorsqu'on est député d'opposition, dans le régime de la Ve République,
Il y a le 49.3 et d'autres bricoles constitutionnelles assez peu démocratiques qui font que vous êtes souvent privé de vos marges de manœuvre. Mais il y a bien une chose qu'on ne peut jamais enlever à un député à l'Assemblée nationale, qu'il soit de l'opposition ou pas, c'est sa capacité à parler. Alors, je me suis donné comme un objectif, une mission, à chaque fois que j'ai pu, de parler pour mettre sur la table votre vie quotidienne, vos difficultés, pour que, au moins, le pouvoir ne puisse pas vous ignorer, ne puisse pas faire comme si ces difficultés n'existaient pas. Alors, ça a eu parfois son petit effet, et je suis très heureux de voir que Ali en a parlé. Ça veut dire que lui aussi, il l'a retenu. Alors, il y a effectivement ce moment en commission des affaires économiques, lorsque nous avons auditionné Bruno Le Maire. Bruno Le Maire était très fier, dans son propos introductif, de nous expliquer que, grâce au gouvernement, face à l'explosion des prix de l'énergie, il y avait un bouclier tarifaire. Bouclier tarifaire qui protégeait tout le monde face à la hausse des prix. Alors, après ce propos introductif, je me suis permis, en tant que député, de prendre la parole et j'avais sous les yeux un courrier qui était le courrier d'un bailleur social, Séquence, qui avait été envoyé à un certain nombre de personnes de la circonscription, à la Verrière, plus précisément au Bois de l'Étang. Voilà, je vois Amara qui est là. Courrier qui annonçait un triplement des charges. On en était à peu près là. Voilà. Donc le ministre nous expliquait le bouclier tarifaire protège tout le monde. Eh bien, je me suis permis de lui lire le courrier qui expliquait que sa vision des choses était absolument un mensonge. Alors je peux vous dire que le ministre, quand il a dû me répondre, parce que là aussi les lois républicaines font que le ministre est obligé de répondre à un député, il bégayait un petit peu. Voilà, tant mieux. Ça veut dire qu'on avait réussi d'une certaine façon à ébranler cette technocratie qui était absolument coupée des réalités sociales et politiques du pays. Alors il y a eu Bruno Le Maire, et puis il y a eu, Ali tu en as parlé aussi, ce fameux ministre Jean-Christophe Combe. Alors je vais me permettre de raconter l'histoire de mon point de vue de député. Voilà, c'était, pour être précis, les débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et monsieur le ministre était très fier d'annoncer que grâce au gouvernement, il y aurait une augmentation de l'aide financière de la CAF qui aide les familles pour payer les assistantes maternelles. D'ailleurs, en soi, une mesure qui est positive, une mesure qui est utile. Mais le ministre s'est senti obligé, en défendant cette mesure, d'expliquer qu'il ne fallait pas s'inquiéter, cela n'aurait pas de risque inflationniste sur le salaire des assistantes maternelles. Alors ça, c'est encore une fois le langage technocratique, mais pas de risque inflationniste sur le salaire des assistantes maternelles. Ça veut dire les assistantes maternelles ne seront pas payées, et ne seront pas payées plus, pardon. Et le ministre en tirait une fierté. Alors vous imaginez, moi, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai demandé la parole pour pouvoir répondre au ministre et pour pouvoir lui expliquer ce qu'est la réalité d'une assistante maternelle. Lui dire que quand on est assistante maternelle, généralement on commence très tôt, quand le premier enfant arrive, souvent on finit très tard, quand le dernier enfant repart, qu'entre les deux, on n'a pas le droit à sa pause déjeuner, et que le salaire moyen d'une assistante maternelle, je vais donner les chiffres parce que j'ai quelque peu travaillé mes dossiers, le salaire moyen d'une assistante maternelle, c'était 1 SMIC. Eh bien, l'échange se poursuit, et le ministre, là aussi, s'est senti obligé de m'expliquer que je racontais n'importe quoi. Et que non, je vous vraiment redonne son propos, il me dit, une assistante maternelle gagne en moyenne 1 SMIC par enfant, les assistantes maternelles gardent 3 enfants en moyenne, donc les assistantes maternelles ont un salaire moyen de 3 SMIC. Voilà. Alors quand j'entends ça, mon sang fait un deuxième tour. Là, je vous avoue que je ne respecte pas le règlement de l'Assemblée nationale, je ne demande pas à prendre la parole. Là, j'interpelle le ministre, je jure, je lui dis, mais vous me racontez n'importe quoi. Vous pensez vraiment que les assistantes maternelles gagnent en moyenne 4 000 €? 4 000 €, tout ça est n'importe quoi. Et le ministre, c'est ça le plus fou, il insiste. Voilà, il reprend le micro et il dit, si, 3 SMIC en moyenne pour les assistantes maternelles. Oui, 3 SMIC. Il répète, jusqu'au moment là où il voit à quelques places de lui, son conseiller, sûrement celui qui travaillait sur le dossier des assistantes maternelles, lui faire des gestes comme ça, lui expliquant qu'il était en train de raconter absolument n'importe quoi. Donc, il était obligé de faire marche arrière à la fin. Mais effectivement, comme Ali l'a très bien dit tout à l'heure, cet événement montre la déconnexion de ceux qui nous dirigent par rapport à la réalité, par rapport à la vie quotidienne et surtout celle des travailleurs et en l'occurrence des travailleuses essentielles que sont les assistantes maternelles. Alors, à l'Assemblée nationale, j'interpelle les ministres. J'essaye aussi d'être utile aux luttes que vous menez dans la circonscription. Là aussi, je ne peux pas m'empêcher de parler de ce qui s'est passé avec Val-Office. Alors, je dois dire qu'en fait, quand Val-Office annonce à, je crois, un peu plus de 3000 familles à Trappes
qu'ils vont augmenter leurs charges à ce niveau-là, en fait, Val-Office s'est trompé de ville. Ils ne se sont pas rendus compte que Trappes, c'était la ville d'Ali Rabé, de son équipe municipale, dont on sait qu'ils n'acceptent pas de se faire marcher sur les pieds et qui sont toujours en première ligne pour mener des combats au service des locataires. Ils n'étaient peut-être pas au courant non plus que Trappes, c'était la ville du député qui siège en commission des affaires économiques, dont la spécialité, c'est justement la question du bouclier tarifaire et de la hausse des prix de l'énergie. Et en plus, le même député, vous aurez compris, je parle de moi, qui est devenu président du groupe d'études sur le logement à l'Assemblée nationale. Donc, autant vous dire que Val-Office, ils étaient bien encadrés face à la mauvaise décision qu'ils ont prise. Et si on ajoute à ça le tempérament des trappistes, de ne pas se laisser faire et d'être prêt à se mobiliser, tout ça explique pourquoi Val-Office est déjà en train de reculer. Alors je leur envoie le message, la prochaine fois, écoutez, appelez-nous directement, appelez Ali, appelez-moi, ça vous évitera d'avoir à prendre des mesures injustes et de les retirer juste après, suite à la mobilisation qui s'est déclenchée. En tout cas, moi je suis extrêmement fier d'avoir pu contribuer à cette bataille et d'avoir apporté ma pierre à l'édifice, parce que c'est la vision que j'ai de la politique et de comment on peut être utile aux gens. Alors, je vous le disais, à l'Assemblée nationale, j'essaye de faire un travail législatif où je me spécialise dans certains sujets. Et parmi ces sujets, il y a celui du logement. Voilà, parce que le logement, c'est un bien fondamental. Quand on n'a pas un toit au-dessus de la tête, ou quand on a un toit qui est en mauvais état, c'est tout le reste qui fout le camp. Alors moi, j'ai cette conviction qu'il faut mener la bataille pour le droit au logement, et j'essaye de travailler autant que possible. Preuve peut-être de la qualité du travail que je mène, j'ai réussi cet été à faire adopter un amendement qui améliore l'encadrement des loyers dans les grandes villes. Je peux vous le dire, je m'en vante un peu, mais il n'y a pas beaucoup de députés de la NUPES qui ont réussi à faire adopter des amendements depuis la dernière élection. Voilà. Preuve que le contenu de l'amendement était sans doute pertinent. Et que les macronistes, malgré tous les arguments de mauvaise foi qu'ils ont essayé de déverser à ce moment-là, et je vous assure, les macronistes, ils ont un stock de mauvaise foi qui est pas mal, mais bon, ils ont fini par l'épuiser et ils ont été obligés de se rendre compte que c'était un amendement qui est pertinent et ils ont fini par être obligés de le voter, et ça, j'en suis extrêmement fier. Voilà. Et autre exemple, je l'ai dit à l'instant, j'ai la chance de présider le groupe d'études sur le logement à l'Assemblée nationale. Alors attention, les macronistes ne sont pas fous, s'ils acceptent d'avoir un président du groupe d'études logement à l'Assemblée nationale qui est insoumis, c'est parce que ce groupe d'études, ça ne donne pas du pouvoir. Mais ce groupe d'études, ça donne des moyens d'expertise. Et j'espère que je pourrai les mettre, entre autres, au service des habitants de la circonscription. Et par exemple, je vois dans la salle quelques personnes qui sont concernées par des projets de rénovation urbaine de l'ANRU. Bon, et j'espère modestement que ce rôle de président du groupe d'études sur le logement à l'Assemblée nationale pourra vous aider dans la bataille que vous menez. Bon, je ne vais pas développer plus en détail mon travail parlementaire, et je vais maintenant concentrer mon propos sur une très grande tâche qui nous concerne tous dans les semaines et les mois qui viennent. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a annoncé une réforme des retraites. Je n'irai pas par 4 chemins. Le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans qui est prévu dans cette réforme, c'est 2 ans de notre vie qu'ils veulent nous voler. Ambroise Croizat, qui était le fondateur de la sécurité sociale, avait une formule que je fais mienne ce soir. La retraite, cela ne doit pas être l'antichambre de la mort. La retraite, cela doit être un nouvel âge de la vie. Le système de retraite par répartition que nous avons dans notre pays, c'est un héritage que nous avons la responsabilité de chérir et de défendre aujourd'hui. Accepter la réforme qui arrive, ne pas réagir, ce serait accepter que ceux qui ont les boulots les plus durs, ceux qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui ont le corps abîmé par le travail, soient ceux qui aient à faire le plus d'efforts. C'est inacceptable. Alors, ne vous laissez pas enfumer quand le gouvernement prend le prétexte d'une urgence économique, quand le gouvernement annonce que l'effondrement du système de retraite est proche et que le seul antidote possible serait sa réforme. C'est absolument faux. En 2023, le système de retraite sera excédentaire de 3 milliards d'euros. Et dans les projections des économistes, le pire déficit du système de retraite arrivera vers 2030 et il sera de 10 milliards d'euros.
Cela fait à peine 3% du montant des pensions qui sont versées. C'est l'épaisseur du trait. Autant dire qu'il n'y a pas d'urgence. Et s'il y avait vraiment une urgence à refinancer le système de retraite, pourquoi est-ce que le gouvernement continue à baisser les cotisations des grandes entreprises qui sont autant d'argent en moins pour financer les retraites? Savez-vous qu'il y a aujourd'hui dans notre pays 160 milliards d'euros par an d'exonération de cotisations sociales? Et le gouvernement ne compte pas s'arrêter puisque d'ici 2024, il souhaite rajouter 8 milliards d'euros d'exonération supplémentaire à travers la suppression de ce qu'on appelle la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Nous voyons bien que ce gouvernement est un gouvernement de Tartuffe. En réalité, le système de retraite n'est pas en danger. Ou, plus précisément, le seul danger qui pèse sur notre système de retraite, c'est la réforme que le gouvernement veut mettre en place. Car en rendant plus difficile le bénéfice d'une retraite à taux plein, ce gouvernement pousse les gens vers un système de retraite par capitalisation. Parce que c'est bien là leur véritable objectif. Ils veulent tout marchandiser, y compris notre système de retraite par répartition qui jusqu'à maintenant est un système de retraite solidaire. Je continue à vous dire, ne vous laissez pas enfumer non plus quand le gouvernement affirme que sa réforme comporte des mesures de justice sociale. C'est faux. Parlons très concrètement. Parlons par exemple des carrières longues. Le dispositif est maintenu, certes, mais il est décalé de 2 ans, comme l'âge de départ à la retraite. Cela veut dire qu'un ouvrier du BTP, un agent de sécurité, une caissière ou une femme de ménage qui ont commencé à travailler à 18 ans, eh bien dans le système actuel, ils ont le droit de partir à 60 ans. Avec la réforme des retraites du gouvernement, ils partiront 2 ans plus tard. Si ces mêmes personnes ont commencé à travailler à 20 ans, eh bien avec la réforme du gouvernement, ils auront à cotiser 44 annuités avant de pouvoir toucher une retraite à taux plein. Vous entendez? 44 années de cotisation pour un ouvrier du BTP ou une femme de ménage. Qui peut trouver cela raisonnable? Personne. En réalité, ceux qui nous gouvernent sont dans un autre monde. Ils ne savent pas que le travail épuise. Ils ne savent pas que, même quand on est fier et heureux du travail qu'on fait, on aspire au repos. Ceux qui nous gouvernent voient la retraite comme un moment d'inactivité, du temps perdu. Ils ne savent pas que 50% des dirigeants associatifs et 40% des maires des communes dans nos villes sont des retraités, puisque ce sont des personnes qui ont du temps disponible pour le donner au service des autres. Pour ce pouvoir, tout ce qui n'est pas marchand, tout ce qui ne peut pas s'échanger contre de la monnaie sonnante et trébuchante n'existe tout simplement pas. Nous avons une vision de la société qui est absolument à l'opposé de cela. Et la principale conséquence du fait que ceux qui nous gouvernent soient dans un monde parallèle, c'est qu'ils vont du coup essayer d'imposer une réforme absolument impopulaire dans le pays. 80% des Françaises et des Français ne veulent pas de la réforme des retraites qui a été annoncée par le gouvernement Borne il y a quelques jours. Alors, chers amis, faisons bloc. Nous pouvons les faire reculer. Nous avons déjà par le passé fait reculer des gouvernements sur la question des réformes des retraites. Vous avez vu le contexte absolument inédit. Tous les syndicats sont rassemblés. Toute la NUPES est unie. Alors, chers amis, rentrons dans la lutte. Rentrons dans le combat. Faisons-le avec l'esprit fraternel que j'évoquais au début de mon propos. Faisons-le avec joie. Travaillons à convaincre autour de nous, nos collègues, nos voisins, nos amis, notre famille, d'aller manifester, de faire grève quand c'est possible. Discutons partout, tout le temps, de cette réforme des retraites pour être certain que personne ne se fasse berner et pour que tout le monde soit en première ligne du combat. Chers amis, unis et mobilisés, le peuple français peut faire de grandes choses. Je suis persuadé qu'en 2023, nous pourrons remporter cette bataille sociale et politique. Je suis persuadé qu'en 2023, nous pourrons empêcher la casse de nos retraites. Je suis persuadé qu'en 2023, nous allons gagner. Et pour gagner, il faut avoir de la force. Alors je vous propose maintenant que nous passions au buffet et que nous ayons ce temps d'échange chaleureux. Je vous remercie.